Alors, vous venez d'entendre le chef de l'État. Évidemment, ce double meurtre terroriste sera bien entendu au cœur des questions au gouvernement cet après-midi. Christophe Castaner, une réaction. Vous avez entendu le président parler de menaces partout, très élevées aujourd'hui sur le territoire, de cette menace terroriste. Évidemment, c'est un choc même après les images terribles quelques heures avant qui viennent des États-Unis, même depuis 2012 et les attentats de Montauban où, hélas, on sait qu'on est dans cette menace permanente. Mais aujourd'hui, le temps de l'angélisme est terminé, le temps de l'euphorie dans lequel notre pays vivait. Nous savons que ce risque est permanent. Nous le savions en préparant l'euro et c'est pour ça qu'il y a une très grande mobilisation policière. Mais en même temps, on sait que ce risque, il a de multiples visages, y compris celui-ci, celui d'un homme qui dans sa folie meurtrière, peut tuer et peut atteindre au fond l'unité nationale parce qu'il s'attaque à la diversité en général, on l'a vu hélas ces derniers temps, et aux forces de l'ordre, à la sécurité, à l'ordre qui est remis en cause, et c'est le cas aujourd'hui sur cet attentat. Le procureur de la République de Paris qui s'exprime en ce moment même lors d'une conférence de presse et qui a précisé que le tueur savait donc que ses cibles étaient des policiers aujourd'hui directement visés par cette menace terroriste. Francis Vercamer. Malheureusement, les forces de l'ordre sont sur le pont en permanence. On le voit depuis un certain nombre de mois. Mes pensées vont d'abord, bien sûr, à la famille de ce policier décédé et à son épouse, parce qu'il reste une petite fille de 3 ans. Et je pense qu'il faut penser à cette petite fille. Mais je pense que l'ensemble des forces de l'ordre sont soumis à une pression extrêmement forte en ce moment. D'abord au quotidien avec les manifestations, mais aussi avec malheureusement le terrorisme qui s'abat sur eux. Ils représentent la République et donc forcément ils sont une cible. Et on l'a connu avec d'autres cibles, tels que les enseignants, tels que les journalistes. Malheureusement, ça pourrait peut-être tomber aussi sur d'autres corps de notre République, de notre société. Je pense qu'il faut vivre avec, mais il faut aussi essayer de combattre ce fléau, qui est très difficile à combattre parce que c'est vraiment des personnes, des individus. Et je comprends que ce soit difficile à les cibler, parce qu'on est dans un état de droit et on ne peut pas mettre en prison sous prétexte que quelqu'un pense autrement que nous. On ne peut pas le mettre en tête. Et pour compléter, on vient de l'apprendre, les écoutes qui visaient l'assaillant ne permettaient pas de déceler un passage à l'acte. C'est le procureur qui vient de s'exprimer. Cet assaillant qui était donc sur écoute par la police. Oui, alors les écoutes, c'est un moyen. Je pense que les renseignements en France sont quand même assez organisés. Alors on peut toujours les critiquer, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'ils sont sur le pont en permanence. On sait qu'il y a énormément de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui sont touchés par la radicalisation, et c'est très difficile de faire la différence entre celui qui va passer à l'acte et puis celui qui simplement dans une façon de penser qui n'est pas forcément celle de la mienne ou celle de la grande majorité des Français, mais on peut admettre que les gens ne pensent pas la même chose que nous. C'est la liberté de penser, on est dans une société de liberté. Christophe Castaner, la droite appelle aujourd'hui l'opposition à un renforcement de la sécurité. Quelles mesures peut-on prendre au lendemain de ces tragédies ? D'abord, pas toute la droite. La discussion qu'on a montre qu'on peut aussi avoir une approche responsable. Et ensuite, il y a une partie de la droite qui nous a habitués. Chaque fois qu'il y a un événement, il faut faire une loi. Et quelque part, il faut rajouter au caractère anxiogène. J'écoute régulièrement ou je lis les tweets d'Éric Ciotti, qui est habitué sur ce sujet, quel que soit le sujet. C'est pas la réponse. Qui appelle à placer les 1000 personnes dangereuses en centre de rétention. D'abord, son chiffre est faux. Aujourd'hui, vous avez 2116 individus qui ont été engagés dans les combats en Syrie et en Irak. 180 à peu près sont morts. On sait qu'ils sont morts. Que sont devenus les autres? Certains sont en France. Et donc, on est sur des chiffres beaucoup plus importants que cela. Mais plutôt que de vouloir surréagir à chaque fois, surtout quand on a le bilan des Républicains en matière de sécurité, de suppression des renseignements généraux sur nos territoires, d'affaiblissement des forces de l'ordre en France, de baisse des moyens du renseignement dans notre pays, je crois qu'il faut plutôt se donner les moyens d'agir. Nous l'avons fait avec la loi antiterroriste, avec la loi renseignement, avec la loi sur la procédure pénale, mais on voit les limites. Et donc s'il faut des adaptations, faisons-les. Mais ne cherchons pas à surrajouter, à alimenter, à enflammer. On a besoin d'unité nationale. Et c'est notre responsabilité, gauche-droite confondue, de se rassembler derrière nos forces de l'ordre, derrière les 140 000 policiers qui aujourd'hui sont touchés comme tous les Français. Alors on va justement aller retrouver Fernand Tavares. Fernand, vous êtes avec Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, groupe UDI qui va interpeller le gouvernement justement sur ce double meurtre terroriste. Oui, effectivement, et à droite comme à gauche, on interpellera le gouvernement. Alors pour les centristes, vous allez poser la question, monsieur Vigier, tout de suite à 15h au Premier ministre, pour lui dire quoi? Pour lui dire tout d'abord notre émotion, qu'elle est voir ce drame qui est intervenu hier avec 2 policiers qui ont été tués chez eux.
laissant un enfant de 3 ans orphelin. Dire que cette barbarie qui est l'œuvre de Daesh, cette barbarie, il faut la combattre. Et une pensée d'abord émue pour la famille, naturellement, de ces policiers qui ont été tués, pour aussi tous les policiers, tous les gendarmes, tous ceux qui assurent notre sécurité au quotidien, qui font un travail difficile, qui le font avec courage, qui le font avec professionnalisme et abnégation. Ça veut dire aussi qu'il faut lutter sans merci contre Daesh. Et Bernard Cazeneuve a annoncé un certain nombre de mesures ce matin, comme celle permettant aux policiers de rentrer avec leurs armes chez eux. C'est une bonne mesure qu'on avait proposée, qu'il reprend, et j'en suis heureux. Mais il faudra aussi aller plus loin, tirer naturellement des conclusions de cette enquête qui a lieu. Le procureur Molins vient de s'exprimer, il y a eu des failles. Comment se fait-il que des individus qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs voulant proférer des actes terroristes soient en liberté? Il faut s'interroger. Il faut s'interroger aussi sur le fait de savoir comment des hommes et des femmes qui vont faire le djihad rentrent dans notre pays, sont fichés S, mais ils continuent de circuler librement. Voilà, donc sans esprit polémique, dans un esprit d'unité nationale, avec la volonté de mieux protéger les Français, j'interrogerai le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Merci Philippe Vigier, à tout à l'heure dès 15h pour la question au chef du gouvernement. À vous Marion. Merci à vous Fernand Tavares. Alors Francis Vercamer, vous entendiez Philippe Vigier s'interroger sur la circulation des individus dangereux. Vous avez entendu cette proposition d'Éric Ciotti ce matin avec le placement de 1000 personnes dangereuses en centre de rétention. Christophe Castaner y réagissait il y a un instant. Faut-il enfermer ces personnes dangereuses? Moi, vous savez, je suis plutôt un modéré. Et je pense que ce n'est pas en prenant des mesures radicales, en allumant le feu, qu'on règle les problèmes. Je comprends l'émotion d'Éric Ciotti et de réagir dans l'émotion, mais néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse enfermer 1000 personnes sous prétexte qu'il y a un risque, parce que sinon demain, on va enfermer ceux qui peuvent avoir un accident de voiture, ou pourquoi pas d'autres délinquants potentiels. Non, je pense que ce n'est pas cette solution-là. Je pense qu'il y a un véritable travail, effectivement, de renseignement à faire pour pouvoir bien sûr détecter, mais surtout une réponse pénale adaptée. Aujourd'hui, on sait bien que dans les prisons, malheureusement, certaines prisons sont des nids à terrorisme. Donc, il y a peut-être un travail à faire là derrière. Je sais qu'il y a eu certaines propositions qui ont été faites pour cela, mais les réponses pénales sont souvent pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, notamment auprès des gens les plus radicaux. Il faut axer aujourd'hui sur le renseignement. Christophe Castaner, pour lutter contre le terrorisme. Lui donner de vrais moyens pour la prévention. Mais très clairement, Guantanamo existe aux États-Unis. Les centres de rétention existent aux États-Unis avec un système de protection du pays que ne connaît pas forcément l'Europe. Et pourtant, on a des attentats. Donc je pense qu'effectivement, il faut réagir avec sang-froid et pas souffler sur les braises. Je pense que ce qu'on entend ici sur ce plateau, le président de l'UDI montre cette capacité aujourd'hui à se rassembler et pas chercher à faire de la petite récupération politique. Laissons cela à d'autres. Peut-il y avoir eu des failles dans le système de renseignement? Vous entendiez Philippe Vigier il y a quelques instants. Oui, moi j'en doute pas. Aucun système n'est parfait et très clairement, on a baissé les bras depuis de longues années, notamment budgétairement, et on ne s'est pas donné les moyens de s'équiper pour cela. On a renforcé par des mesures législatives. Il faut qu'elles montent en puissance. Pour qu'elles montent en puissance, il faut des moyens. Il faut aussi des moyens pour les magistrats. Nous venons de doubler le nombre de magistrats qui seront formés en France. Mais tout ça prend du temps. Parce qu'un élève qui rentre à l'École nationale de la magistrature, le temps qu'il en sorte et qu'il soit sur le terrain, il faut du temps. Et donc, face à l'urgence, on n'a pas forcément ce temps-là. Et face à l'émotion que traverse et que partage tout le peuple français et que nous partageons avec, c'est clair qu'il y a des attentes d'urgence sociale. Mais ces attentes, elles passent aussi par la mobilisation des policiers. N'oublions pas que ce sont aussi les premières victimes de ce qui vient de se passer. Alors toujours sur ce thème, je vous propose tout de suite d'écouter le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, qui réagissait ce matin. Ce que l'on attend aujourd'hui, c'est que des décisions soient prises. Il faut maintenant reprendre nos propositions donc sur le contrôle, le suivi et l'enfermement de ces individus. Centre de rétention administrative, bien évidemment. Et puis il y a aussi d'autres moyens de contrôle avec les bracelets ou d'autres méthodes. Mais il en est de la responsabilité directe du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Il y a un avant et un après. Les Français ne peuvent pas comprendre que des assassins de cette nature se promènent aujourd'hui dans la nature et commettent des faits comme ils les ont commis.
Et on va poursuivre ensemble le débat sur ce plateau avec les violences en marge de l'Euro de football. Des affrontements entre supporters se sont déroulés pendant et après le match Angleterre-Russie au stade Vélodrome et sur le Vieux-Port. 35 blessés, dont 4 dans un état grave. Hier, le tribunal correctionnel de Marseille a procédé aux premières condamnations. On va tout de suite retrouver Fernand Tavares. Fernand, vous êtes avec Patrick Menucci, député socialiste des Bouches-du-Rhône, qui va interpeller le gouvernement sur cette question. Alors sur ce qui s'est passé à Marseille, les violences qu'on a pu voir à la télévision, on peut dire que les Marseillais sont quand même sous le choc encore aujourd'hui. Il y a un peu un climat anxiogène, c'est un peu dommage par rapport à la compétition. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement ? D'abord, je vais rétablir la vérité dans l'hémicycle. Il y a eu un système policier qui était proportionné à l'événement. Et il faut faire attention à la multiplication des images qui tournent en boucle. Il y a eu des affrontements qui ont duré une demi-heure. Pendant cette demi-heure, il y avait 5000 Anglais qui étaient extrêmement alcoolisés, qui ont été agressés par une centaine de Russes. Donc si on veut chercher les responsabilités, les Anglais ont fait leur travail en définitive, puisqu'ils nous ont évité les 3000 hooligans les plus violents. Ils ont envoyé des garçons qui malheureusement n'arrivent pas à se contrôler et peuvent boire jusqu'à 10 litres de bière. Par contre, les Russes étaient des équipes extrêmement entraînées qui étaient là pour essayer d'instaurer une espèce de suprématie dans le hooliganisme de la part des Russes. Donc je crois qu'il faut le dire parce qu'il n'y a pas eu de coopération de l'État russe dans cette affaire-là. Et on a même des députés russes qui disent c'est très bien ce qui s'est passé à Marseille. Donc ça vaut quand même une explication dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vaudra aussi une suspension de l'équipe de Russie, vous le souhaitez ? Moi j'ai dit qu'il me semblait que l'UEFA devait suspendre les Russes et que la suspension avec sursis n'est pas suffisante. Parce qu'on parle de ce qui s'est passé dans ma circonscription, dans le centre-ville de Marseille, mais on ne parle pas, à mon avis, de ce qui a été le plus dangereux, c'est ce qui s'est passé dans le stade. Parce que dans le stade, ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu des pétards agricoles, des violences lors d'un match international organisé par l'UEFA. Il me semble que ce qui s'est passé dans le stade vaudrait la suspension immédiate des Russes, ce qui nous faciliterait la vie pour le reste de l'Euro. Merci M. Menucci, à tout à l'heure. À vous Marion. Merci à vous Fernand Tavares. Et l'UEFA qui a donc annoncé la suspension avec sursis de la Russie en cas de nouvel incident dans un stade et 150 000 € d'amende. Francis Vercamer, on n'a pas été assez vigilant sur la question des hooligans pour cette Euro 2016 ? Moi, je pense que le football draine beaucoup d'argent. Et je pense que l'UEFA a les moyens de faire face à ce genre de fléau qui tourne autour du football. Je pense qu'il faut être ferme vis-à-vis des instances du football, parce que ils ont beaucoup d'exigences sur l'organisation. Je pense qu'il pourrait aussi avoir des exigences sur l'environnement et notamment sur les hooligans qui sont des supporters, les supporters qui malheureusement sont alcoolisés, qui sont un peu extrémistes et qui sont en fait pas des vrais supporters. Ils auraient dû être plus fermes avec la Russie notamment. Moi, je pense qu'il faut que l'UEFA soit plus ferme avec les pays organisateurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les clubs anglais avaient eu des hooligans, et les clubs avaient été exclus de la compétition internationale pendant plusieurs années. Et je pense qu'il serait bon que l'UEFA prenne des mesures, parce que de se reporter toujours sur la société pour faire face au manque des organisateurs, je pense qu'un jour ou l'autre, on arrivera au bout. Je pense qu'on ne peut pas demander aux effectifs de police de tout faire. Christophe Castaner, une réaction justement sur ces propos de Patrick Menucci. Vous l'avez entendu, notamment sur des sanctions plus lourdes à l'encontre de la Russie. Russie directement impliquée dans ces violences. C'est hooligans russes. D'abord un problème global, celui des hooligans, celui de ces garçons pour l'essentiel qui, pour venir voir un match, se sentent obligés de se remplir de bière et d'avoir des comportements inacceptables. Si j'avais la finesse de Christian Jacob à la fin du reportage précédent, je dirais qu'il faut interdire les supporters, mais je ne plaisanterai pas sur ce sujet. Marseille vaut mieux que ça. Très clairement, on voit qu'il y a une défaillance dans le système de contrôle au niveau des Russes, qui n'a filtré aucun de ces hooligans et qui a envoyé des gens très organisés, très professionnels. Il y a eu des sanctions, dès ce matin, des sanctions judiciaires avec la prison ferme. Et vous constaterez qu'au fond, il n'y a aucun Russe qui a été attrapé, parce qu'ils étaient une centaine. 6 supporters russes sont en voie d'expulsion et 35 refusent de quitter leur car, justement pour ne pas être expulsés ce matin. Et toute la difficulté, c'est que, notamment avec la vidéoprotection sur la ville de Marseille, on n'a pas réussi à les identifier, parce qu'ils étaient très organisés, ils ont provoqué, ils sont partis. J'étais à Marseille au même moment, pas pour le stade, pas pour le match, mais parce que Marseille est une belle ville qui mérite d'être défendue. Et très clairement, on voit comment, aujourd'hui, il y a une provocation qui a été organisée. L'incapacité qu'on a à gérer cela est liée au fait qu'on a des
professionnels. Mais c'est effectivement le gouvernement russe, c'est la fédération de football russe qui très clairement n'a pas joué son rôle, alors que la fédération anglaise l'a assumé. Fallait-il intervenir notamment dans le stade, en tribune, comme cela a été réclamé, Francis Vercamer? Vous savez, quand on veut rétablir l'ordre et la sécurité, il faut bien intervenir à un moment ou à un autre. Donc laisser des exactions passées dans le stade, je ne suis pas sûr que ça règle le problème. Donc bien évidemment, il fallait intervenir. Alors c'est du domaine de l'UEFA, pas du domaine de la police. C'est l'UEFA qui doit intervenir. Alors, nous dit-on qu'il y avait un service d'ordre adapté, organisé par l'UEFA, peut-être, mais en tout cas, il n'était pas suffisant. La preuve, c'est qu'il y a eu des problèmes dans le stade. La dernière question, les Anglais critiquent les forces de police françaises qui ne savent pas, selon eux, gérer les ultras. Est-ce le cas? Francis Vercamer? Oui, Joker, j'en sais rien. Est-ce qu'ils savent ou pas? Les Anglais habitués à ce type de violence, Christophe Castaner. Le problème, c'est que les Anglais sont habitués à cela, qu'à la limite, le hooliganisme est un sport national, alors que nous, non. Nous, on a le folklore, et à Marseille en particulier, avec l'OM, mais on a aussi le respect, on a le respect des équipes adverses, même si on sait provoquer le PSG, qui hélas bat Marseille de temps en temps. Allez, enfin, on va passer à la mobilisation contre la loi travail, journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale. Fernand Tavares, vous êtes avec Olivier Dassault, député Les Républicains de l'Oise, qui va interroger le gouvernement sur cette mobilisation, justement, autour de la loi travail. Alors, Olivier Dassault, et pour cause, connaît bien le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, vous allez interroger le gouvernement parce que vous êtes choqué de voir tous ces mouvements de grève qui n'en finissent pas. Qu'est-ce que vous allez demander au Premier ministre? À un moment donné, il devrait y avoir un consensus national, un sursaut même pour que les entreprises réembauchent, créent de l'emploi. Nos ouvriers, nos collaborateurs, tous les gens qui travaillent dans les petites et les grandes entreprises sont des gens formidables. Mais les gens ont peur. Et il faut faire cesser cette peur. Alors lorsqu'on voit ces manifestations, les ordures ménagères, lorsqu'on voit que les étrangers qui devraient venir en masse, à la fois pour investir, mais également pour visiter notre pays, et puis dépenser chez nous, eh bien, reculent. Alors, évidemment, il y a l'euro, mais l'euro est une manifestation à haute tension aussi, avec tous les dangers qu'il y a autour. Et puisqu'on parle de danger, le terrorisme est toujours là. Il était il y a 2 jours à Orlando, il était hier soir dans les Yvelines, avec ce meurtre ignoble, insensé d'un couple de policiers. Je veux dire, il faut dire stop. Stop à toutes ces manifestations qui devraient se tourner vers une lutte de tout le peuple de France pour permettre à la fois de créer des emplois, mais à la fois d'assurer la sécurité des Français. Merci Olivier Dassault. On écoutera la suite de votre question et la réponse dans un instant. Merci à vous Fernand Tavares. Alors Christophe Castaner, vous entendez ces interrogations d'Olivier Dassault sur la sécurité aujourd'hui autour de ces manifestations. On vient de l'apprendre, une centaine de personnes encagoulées ont fait irruption lors de la manifestation. 6 interpellations viennent d'avoir lieu dans cette manifestation parisienne qui vient de débuter depuis la place d'Italie. Il y a 2 sujets. D'abord, il y a celui que M. Dassault évoquait, qui est que dans ce pays qui va mieux, où l'économie se porte mieux, où la croissance est là, elle reprend, où l'emploi commence à se redévelopper, ce qui se passe en ce moment est un élément de blocage qui peut affaiblir notre économie. Je vois certains syndicats qui appellent à bloquer l'économie française, à bloquer l'industrie, à mettre le feu à telle ou telle ville. J'ai vu des tracts circuler comme ça. Je pense que c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on doit se battre sur le fond des idées. Notre pays a besoin de réformes. Puis ensuite, il y a aussi la question de la sécurité des manifestants, qui est un sujet de préoccupation et qui, là encore, oblige le ministère de l'Intérieur à mobiliser énormément de forces de l'ordre pour assurer la sécurité de ces sites, notamment face à ces extrémistes qui viennent pour tout casser. Et franchement, on aurait mieux à faire aujourd'hui pour utiliser notre police que de les mettre là, mobilisés sur ces manifestations-là. Francis Vercamer, vous avez entendu les revendications des syndicats, des manifestants. Qu'est-ce qui bloque toujours autour de cette loi travail? Je pense qu'on est plus sur une posture.
Vous savez, cette loi a mal démarré dès le départ. Enfin, dès le départ, le gouvernement a oublié qu'on était dans un système de société française au dialogue social, où les partenaires sociaux devaient discuter, c'est l'article 1 d'ailleurs du Code du travail, discuter entre eux sur un sujet. Il a voulu discuter bilatéralement, d'abord avec les syndicats, puis après avec le MEDEF, puis en pensant qu'en ayant trouvé des accords avec chacun des deux, on pouvait faire un texte commun. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné comme ça, et dès le départ, il est mal parti. Et donc depuis ce temps-là, on est sur un espèce de quiproquo permanent où les gens discutent de sujets qui sont quelquefois même plus dans la loi. Et donc on a des dispositifs qui ont été changés par le biais de discussions, d'amendements, de passages dans les hémicycles. Malheureusement, les Français ne connaissent pas le texte. Et donc continuent à avoir des postures. Alors là-dessus, la CGT, bien sûr, surfe sur la vague pour se refaire peut-être une santé. Bien sûr, les partis politiques extrémistes surfent aussi dessus. Et puis, malheureusement, dans ce texte, il n'y a plus rien. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore de la manifestation, parce qu'il n'y a plus rien dans le texte. Aujourd'hui, vous pourriez voter ce texte si finalement il n'y a plus rien ? On pourrait voter un texte où il n'y a plus rien dedans, je ne vois pas tellement l'intérêt, mais aujourd'hui, on a tellement mis de contre-feu. Au début, le texte était intéressant, mais on a mis tellement de contre-feu pour faire plaisir à la gauche de la gauche ou pour faire plaisir aux frondeurs, qu'aujourd'hui, les positions intéressantes sont contrecarrées, si je puis dire, par des amendements qui ont été déposés par les frondeurs ou par le Parti socialiste. Résultat de la situation, il est inapplicable. Alors, voter un texte qui est inapplicable, bon, moi je préférerais m'abstenir éventuellement, mais de toute façon, je pense qu'on passera par un 49.3 et donc on n'aura même pas besoin de discussion sur le sujet. Christophe Castaner, vous entendez l'opposition qui aujourd'hui dénonce ce cédement finalement au chantage par le gouvernement sur cette loi travail ? Je partage l'analyse des causes sur un premier texte qui n'a pas été expliqué dans de bonnes conditions et des évolutions que les Français et les syndicats semblent ne pas avoir perçues aujourd'hui. Mais à l'inverse, oui, il y a une différence entre la gauche et la droite. Et si M. Vergamer nous dit que ce texte, il est vidé aujourd'hui, moi je peux vous dire que le texte tel qu'il va sortir du Sénat, moi je me battrai contre. Je me battrai contre le rétablissement de l'apprentissage pour les gamins de 15 ans. Je me battrai contre l'abrogation des 35 heures. Je me battrai contre la possibilité de faire travailler les mineurs de nuit. C'est ça, la nouvelle version de ce texte proposé par la droite au Sénat. Vous étiez donc opposé à la première version de cette loi travail, telle que proposée par votre gouvernement ? La première version, avant même qu'elle soit adoptée par le Conseil des ministres, était inacceptable. Et elle a provoqué des crispations, y compris dans le groupe socialiste, et pas seulement celle des frondeurs. Ce fut le cas aussi à titre personnel. Je suis rapporteur spécial sur les questions de travail-emploi. J'ai eu l'occasion de le dire à la ministre et à Manuel Valls sur la première version. Mais le gouvernement a entendu, a fait évoluer ce texte. Le problème du dialogue, c'est qu'il faut être deux et qu'il y a effectivement, comme l'a rappelé mon contradicteur, des problèmes de posture et en particulier du côté de la CGT aujourd'hui. Quelle sortie de crise est envisageable aujourd'hui, Francis Vercamer ? Je pense qu'on va aller tout doucement vers les vacances et au bout d'un moment, le mouvement social va se déliter. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Vous pariez sur un essoufflement du conflit ? Mais je ne parie pas. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Regardez le calendrier législatif pour ça. Il suffit de regarder. On va arriver en deuxième lecture, enfin en tout cas en nouvelle lecture, à l'Assemblée au mois de juillet. Donc ce sera un 49.3 au début juillet, et après c'est les vacances, et puis à la rentrée il y aura autre chose. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer, mais de toute façon le texte est inapplicable. Donc il n'y a pas beaucoup. C'était le pari du gouvernement face à la mobilisation, face à l'opposition, cet essoufflement. Et la sortie, elle se fera par le dialogue. Monsieur Martinez, qui jusqu'à présent ne voulait parler qu'avec le président de la République, a accepté de rencontrer la ministre. Poursuivons la discussion, poursuivons l'échange, faisons évoluer ce texte si c'est nécessaire, mais ne le dénaturons pas. Aujourd'hui, on a besoin de réformes dans ce pays. Il y aura donc une loi travail ? Moi, je le souhaite. Les syndicats, finalement, n'auront pas raison sur ce texte. D'abord, tous les syndicats ne sont pas mobilisés contre ce texte, mais très clairement, aujourd'hui, on ne peut pas rêver d'attendre les 30 Glorieuses et le retour des 30 Glorieuses. On a besoin de débloquer un système qui fait du chômage et contribue au chômage dans notre pays. Merci à vous. Vous venez de voir Claude Bartolone monter dans l'hémicycle. Merci Francis Vercamer et Christophe Castaner d'avoir participé à ce débat. Les questions au gouvernement présidé par Claude Bartolone vont débuter dans quelques instants par une minute de silence, par un hommage à ce couple de policiers abattus hier, un acte terroriste pour François Hollande qui l'a donc dénoncé ce matin. Les députés qui vont donc rendre hommage à ce couple de policiers tués donc à Magnanville.